maintenant. Merci Julien. Voilà, au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce 5e entre nous, dont le but est de faire mieux connaissance avec les candidats à l'élection partielle qui aura lieu le premier tour le 7 mars, à l'élection partielle au Conseil d'État. Nous recevons ce soir le conseiller national UDC Yves Nidegger, qui va nous expliquer pourquoi, quelle est sa motivation, quel est son projet. Ça va être maintenant, après une brève présentation que je lui demande de faire. Vous ouvrez vos micros pour un applaudissement maintenant, s'il vous plaît, et vous le fermez après le micro. Merci Yves Nidegger de nous dire qui vous êtes et de nous donner une présentation, hein, on a dit d'une dizaine de minutes. Merci Enza Testa. Merci pour cet accueil pour une causerie au coin du feu, ça ressemble un peu à ça. Bon, on m'a déjà vu un certain nombre de fois sur des affiches, donc j'imagine que la présentation initiale, elle est un petit peu faite. Pour ce qui est de cette élection complémentaire, il y a une dimension conjoncturelle. Nous sommes laissés entrer dans une dictature sanitaire. Je reviendrai peut-être là-dessus, pourquoi je considère que c'est objectivement une dictature, qui nous est un peu tombée dessus sans que nous ayons pris garde à ce qui allait nous arriver. Et nous allons devoir sortir, ce qui ne se fait pas automatiquement. Lorsque les dictateurs ont pris goût à la chose, il est généralement difficile de leur faire changer d'habitude, même après une année, c'est déjà un temps très long en termes de pouvoir. Et puis il y a une dimension structurelle, c'est-à-dire je suis fréquemment, enfin j'ai été fréquemment candidat à des élections majoritaires que j'ai toujours perdues jusqu'à aujourd'hui parce que mon parti n'a aucune alliance avec personne et que dans les systèmes majoritaires, vous ne pouvez évidemment pas être élu si vous n'avez que les parts relatives à votre électorat de parti. Ça serait le cas pour n'importe qui. Alors on a aujourd'hui une situation du coup de nouveau conjoncturellement particulière, en ceci que c'est une élection partielle, et puis que dans le camp auquel j'appartiens, la droite, il y aura des tranches de gâteau assez fines parce qu'il y a de très nombreux candidats, ce qui fait, et puis que les alliances ne marchent plus. On a un candidat radical qui va affronter un candidat libéral, ça c'est pour le PLR, et pour le reste de l'entente qui regarde aujourd'hui au centre, on se retrouve avec une redistribution de cartes électorales un peu inédite, qui pose une question sur le résultat qu'on n'aurait peut-être pas d'habitude. Et puis pour le reste, je suis UDC, personne n'est parfait, et donc je défends une certaine vision du monde que vous connaissez sans doute déjà, et sur laquelle je reviendrai peut-être après sur pourquoi est-ce que je pense qu'un UDC peut servir à quelque chose aujourd'hui au Conseil d'État genevois. Un mot sur la dictature sanitaire. Certains me reprochent d'utiliser un terme trop dur. Je crois que le terme est adapté. Les dictateurs ne sont pas forcément des gens qui fusillent tout le monde toute la journée et qui montent dans un tank pour prendre le pouvoir. La dictature est une chose qui est instituée la plupart du temps. Dans la Rome antique, quand on avait une grave crise, on désignait un dictateur à qui on donnait les pleins pouvoirs pendant 2 ans parce qu'on estimait que c'était le meilleur moyen de sortir de la crise. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Les chambres dont je fais partie, je veux dire la minorité qui s'y est vigoureusement opposée, mais minoritaire donc sans succès, c'est le Parlement qui a donné au Conseil fédéral les pleins pouvoirs pendant une période de presque 2 ans pour faire ce qu'il voudra afin de nous protéger d'un virus et puis pour faire aussi ce qu'il voudra pour réparer les dégâts des mesures qu'il aura prises pour nous protéger du virus. Et c'est un régime de plein pouvoir tout à fait objectif lorsqu'un État, lorsqu'un régime a la faculté de vous dire à combien vous pouvez être à table en famille et qu'il se donne les moyens de contrôler que vous ne soyez bien pas plus nombreux que ça autour de la table, qui vous menace d'amende, qu'il en appelle à la délation de vos voisins afin de vous infliger la dite amende. On est dans un régime objectivement où les libertés individuelles, le droit d'avoir une sphère privée, par exemple, sont complètement suspendues.
Et indépendamment de la question de savoir s'il y a une légitimité pour ça ou pas, c'est objectivement une dictature. Lorsqu'un État peut dire que certains commerces sont ouverts, que d'autres sont fermés, et que ceux qui sont ouverts ne peuvent vendre que certains articles, mais pas d'autres, on est véritablement dans un régime où la liberté de commerce, qui est un des éléments assez fondamentaux de nos sociétés libérales, n'existe plus. Alors, voilà. Après, il y a ceux qui, comme moi, considèrent que la dictature n'est jamais justifiable. C'est une question de principe. Je pense qu'on peut toujours, avec des sociétés raisonnables, comme l'est la société suisse, partir de l'idée que si on donne des recommandations raisonnables aux gens, ils les comprennent. Puis qu'en plus, les Suisses sont des gens qui sont naturellement confiants envers leurs autorités, pour autant que leurs autorités leur fassent naturellement confiance aussi, et que par conséquent, il ne se justifie jamais de fliquer toute une population, de la terroriser par des amendes énormes, hein, qui font que les gens, même s'ils n'adhèrent pas du tout à l'idéologie du moment, vont avoir tellement peur d'être frappés au porte-monnaie que tout courage de résistance va disparaître. On est dans cette situation-là. D'autres personnes vous diront que la dictature est parfois justifiable et que, par exemple, s'il y a un intérêt public aussi prépondérant que de ne pas trop se faire contaminer par un virus dont on ne sait pas comment soigner les complications graves, alors il est acceptable que l'on prive les gens de leurs droits fondamentaux. Alors, ce n'est pas mon avis, mais même si on va sur ce terrain-là, j'ai comme avocat eu à introduire des recours, plusieurs, parce que même si l'on part de l'idée qu'on peut restreindre les libertés fondamentales, ce qui est vrai, hein, la plupart du temps on nous les restreint, avec une base légale, avec une proportionnalité, en suivant un intérêt public, mais ces règles-là n'ont pas été respectées toujours. On a interdit de manière totalement arbitraire, par exemple au restaurant aujourd'hui, qui ne sont pas des lieux plus contaminants qu'une Migros ou qu'un Grand Conseil lorsqu'il se réunit à 100, les restaurants font l'objet d'une espèce de ségrégation parce qu'ils sont des restaurants. C'est arbitraire à mon avis, et on viole donc les principes généraux du droit et les droits constitutionnels des citoyens. Donc oui, on est en dictature et il faut en sortir. Et la question, c'est que le Parlement ayant échoué, puisque le Parlement a donné ses pleins pouvoirs à cette junte fédérale qu'on appelle le Conseil fédéral encore, qui les délègue ensuite au canton, puis les reprend, puis les redélègue. Alors, ce Parlement n'a pas vu arriver le problème, enfin n'a pas considéré que la dictature sanitaire ferait partie du problème de la pandémie et pas de sa solution, parce qu'à la fin, le confinement a arrêté tout sauf le virus, si on regarde objectivement les choses. C'est à mon avis le peuple, qui est le titulaire évidemment des droits fondamentaux, et pas le Parlement, qui doit récupérer ses libertés en prenant éventuellement quelques risques, d'où mon approbation de ce qu'a lancé mon collègue Roger Keupel sur sa chaîne de télévision YouTube, le rédacteur en chef de la Velvorée, lorsqu'il disait « Le 1er mars, les restaurants ouvrent, quoi qu'en pensent les dictateurs, il y aura quelques amendes, mais si ça se fait de manière générale, la dictature reculera. » C'est mon avis. Je pense qu'on est dans cette situation où il est tout à fait légitime que le peuple reprenne les droits qu'on lui a pris, et plutôt vite, parce que chaque jour, il y a de nouvelles faillites. Et puis, c'est dans la nature humaine que les libertés qu'on vous emprunte, on ne vous les rend jamais. Dans l'État, on vous les a empruntées. Plus ça dure, plus il sera compliqué d'en restituer la substance. Et il se trouve que je suis, je crois, le seul des candidats actuels qui ait un discours clair sur cette question. Les autres souhaitent des sorties de crise, bien sûr, tout le monde la souhaite d'ailleurs, mais selon quelque chose d'ordonné, enfin, comme si au fond il était négociable que les libertés fondamentales puissent être confisquées plus ou moins longtemps, au bon vouloir de ceux qui vous les ont confisquées. Pour moi, c'est fondamentalement inacceptable et je n'ai pas de problème avec la désobéissance. Si Rosa Parks n'avait pas violé la loi de ségrégation d'Alabama en s'asseyant dans le bus au mauvais endroit, eh bien, la Cour suprême des États-Unis n'aurait pas eu l'occasion de détruire cette loi en constatant qu'elle était anticonstitutionnelle. Je crois qu'une série des interdictions qui nous affligent aujourd'hui sont inconstitutionnelles et que le seul moyen de le faire constater, eh bien, c'est de les violer, ces interdictions, et de faire parler les tribunaux sur ces questions. Donc, je pense que la question est vraiment sérieuse. Elle est économiquement sérieuse. La santé mentale est aussi une question. Mais en tant que juriste, je considère aussi qu'elle est, d'un point de vue du droit constitutionnel, absolument sérieuse. Et je me suis énormément étonné de ce que
nous autres nourris au biberon des libertés faciles, parce qu'aucun d'entre nous n'a risqué sa vie pour conquérir une liberté dans notre existence, ayons avec tellement de facilité renoncé à nos libertés sans même protester véritablement. On a vaguement ronchonné, mais il n'y a pas eu véritablement de protestation. Et pour avoir été journaliste avant d'être avocat, pour avoir été beaucoup dans les pays de l'Est dans les années 80, je suis désolé, mais ce que je vois aujourd'hui se mettre en place ressemble méchamment à ce que j'ai vu en place dans d'autres régimes qu'on a un jour répudiés. Et évidemment, il fallait le faire. Voilà, ça c'est pour la sortie de la dictature sanitaire. Encore une fois, je ne pense pas que le mot soit usurpé. Je pense que le mot est parfaitement adéquat. En tout cas, j'entends l'assumer en ce qui me concerne. Pour en sortir, c'est assez simple. Il suffit que le département de justice et police annonce qu'il n'enverra plus la cavalerie contre les commerçants, et puis la vie revient immédiatement. Et qu'on ne vienne pas me dire que le Conseil d'État ne peut pas fermer les yeux parce que le droit fédéral lui demanderait de réprimer. La répression est cantonale. Donc ici, ça dépend entièrement du canton de réprimer ou de ne pas réprimer. Et puis, pour prendre l'exemple du deal de rue, le Conseil d'État ferme les yeux avec une efficacité et dans la durée, démontrant ainsi qu'il est parfaitement capable de le faire lorsqu'il le veut. Et si une fois cette capacité à fermer les yeux pouvait profiter aux honnêtes gens et aux commerçants plutôt que de profiter à des gens qui ne devraient pas être là et qui mettent en danger la santé de tout le monde par des drogues frelatées, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Voilà, pour la question de la sortie. Et puis pour la question plus structurelle, pourquoi moi aujourd'hui? Je crois que dans le champ de ruines qui va faire suite à cette crise, il y a certaines recettes qui ont toujours été boudées parce qu'on se disait non, on n'en est quand même pas là, on peut s'en passer, comme par exemple la préférence cantonale. L'idée qu'on utilise intelligemment cet outil politique qui est la frontière. La frontière, on l'appelle la frontière politique, c'est peut-être pas par hasard, c'est un outil politique. Une frontière, ça sert à créer un microclimat à l'intérieur duquel, tous les microclimats sont ainsi, il y a plus de vie et plus de diversité que dans un espace ouvert aux ouragans et aux tempêtes de la mondialisation, puisqu'il s'agit maintenant de l'économie et de sa brutalité. Créer des microclimats, c'est une manière de protéger une population qui vit dans ce microclimat, c'est une manière de permettre à certaines espèces de pousser alors qu'elles seraient peut-être éliminées par la concurrence darwinienne s'il n'y avait pas de protection pour elles. Et donc il y a une manière tout à fait intelligente et pas du tout étroite ou revancharde ou que sais-je d'autre, de faire qu'on puisse utiliser la frontière. Les autres cantons suisses n'ont pas, enfin certains ont de longues frontières avec des pays étrangers, mais nous sommes une sorte de presqu'île, donc nous avons pour l'essentiel de frontières qu'avec la France, et relativement peu en surface avec le canton de Vaud. Et donc, les autres cantons qui ne peuvent pas utiliser de frontières cantonales parce qu'elles ne correspondent pas à la frontière fédérale pour réguler certaines choses et pour tirer avantage de microclimats à créer. Je ne sais pas, à Zoug, vous ne pouvez pas empêcher quoi que ce soit en termes de pendulaires zurichois qui trouvent bien de payer leurs impôts à Zoug, mais de travailler à Zurich. À Genève, vous pouvez faire cela. Et avoir une frontière, c'est donc un avantage. Alors, on a tout à fait le droit de la laisser grande ouverte si tel est notre bon plaisir, mais on a aussi le droit d'entrouvrir, d'ouvrir à moitié, selon les heures de la journée, notre porte. C'est comme si vous n'avez pas de porte à votre appartement, vous ne pouvez pas avoir de politique de la porte. Si vous avez une porte, vous êtes obligé de la fermer, mais vous pouvez l'ouvrir toute grande pour les gens que vous souhaitez inviter, vous pouvez l'ouvrir à moitié pour le colporteur qui tente de mettre son pied dans la porte, puis la fermer à double tour quand vous partez en vacances parce que vous n'aimeriez pas que les cambrioleurs y rentrent. Si vous avez un trou à la place de la porte, vous n'avez plus de politique de la porte possible, et puis vous ne pouvez juste que constater que les gens sans invitation éventuellement rentrent chez vous. Donc ceci pour essayer de réhabiliter cette frontière qui a une très mauvaise réputation, surtout à Genève, qui est un canton frontière, et puis qui est un canton terriblement humaniste. On est quand même le siège des Nations Unies, de la Commission des droits de l'homme, on a inventé la Croix-Rouge, et donc on part de l'idée qu'au fond, toute restriction, quelle qu'elle soit, serait par principe quelque chose de négatif, quelque chose de mesquin, quelque chose qui peut n'amener
que du mal. Je ne pense pas. Je pense que la frontière amène aussi des avantages. Il ne faut pas être idiot à son propos, mais peut amener toutes sortes d'avantages. Et la préférence cantonale pour le travail, lorsque on va se retrouver avec beaucoup moins d'emplois qu'hier, parce qu'un grand nombre d'entreprises vont devoir déposer le bilan, et ce n'est pas les aides fédérales ou cantonales qui vont empêcher cela. Une fois que vous avez payé votre loyer ou vos charges fixes, vous n'avez encore pas fait d'affaires. Une entreprise, ce n'est pas juste un loyer payé. Une entreprise, c'est une dynamique avec une clientèle. Et ça, une fois que c'est cassé, ça ne repousse pas de manière automatique. Donc, il va falloir se partager moins d'emplois entre beaucoup de monde. Et il faudra donc avoir une manière de prioriser cela. Et cette idée de préférence cantonale, la préférence, c'est une chose qu'on voit partout. Les communes ont, par exemple, des parcs immobiliers avec une préférence pour les gens de la commune. Ça ne choque personne. On peut avoir des préférences à un niveau local, un niveau plus large, ou un niveau national, ou un niveau européen, si l'on veut. L'idée de préférence n'est pas une idée odieuse ou une idée immorale, c'est simplement une façon d'ordonner les choses. Merci. Merci, Yves Deguerre. Peut-être juste un mot sur vous, plus personnel. Sur moi, plus personnel. Alors, je suis un père et un grand-père de famille nombreuse. Ça, c'est un des éléments qui me caractérise parce que j'ai 5 enfants, deux petits-enfants. J'ai fait les lettres avant de faire le droit. Je me suis passionné pour la politique, d'abord comme journaliste pendant la guerre froide. Je suis allé faire, je sais pas, j'ai fait une interview de Lech Walesa quand il sortait de prison en 84, par exemple, sous l'état de guerre de Jaruzelski. Donc, je me suis frotté à ces régimes-là d'assez près. Jeune, j'étais d'ailleurs un gauchiste à cheveux longs. J'étais à Malville pour essayer d'empêcher la construction du surgénérateur en 1976, avec d'autres camarades qui sont devenus célèbres d'ailleurs depuis, comme M. Hiller ou M. Kramer, et puis un tireur de bazooka qui a un peu moins bien fini par la suite. Donc j'avais une conscience, enfin j'avais les cheveux longs, les idées courtes, ça s'est renversé plus tard. Ça s'est renversé au moment où, visitant les pays de l'Est, j'ai compris que le nucléaire, avant d'être un problème civil à l'Ouest, était un problème militaire à l'Est. Et puis je suis devenu anticommuniste à une époque où c'était un peu interdit de l'être. Mais quand la guerre froide s'est terminée, donc j'étais un peu dans tous ces pays, j'étais en Albanie au moment où la statue d'Enver Hoxha tombait en 92, les élections, etc. Et puis ensuite, je me suis un peu ennuyé. Alors, je me suis inscrit à la fac de droit. J'ai commencé à enseigner. Et dans mes heures creuses, j'allais étudier le droit. Puis à la fin, on m'a donné quand même une licence en droit. C'était plus comme ça à l'époque. Et puis, je me suis lancé dans l'avocature parce que ça m'a plu. Et ça fait 20 ans que j'ai ma propre étude et que je suis avocat. Merci, merci beaucoup, Yves Deguerre. Avant de passer la parole à nos amis, j'aimerais que vous exprimiez, comme vos collègues et concurrents l'ont fait, sur les objets sur lesquels nous allons également voter le 7 mars prochain. Alors, il y a 3 objets fédéraux. Je vous les rappelle au fur et à mesure, si vous me le permettez. Alors, le premier, vous le connaissez bien, c'est oui à l'interdiction de se dissimuler le visage. Un mot sur cet objet? Alors, c'est oui de mon avis, effectivement, pas de l'avis de tout le monde. Je considère que dans un État libéral n'a pas à se mêler de la manière dont les gens s'habillent, ça c'est évident, mais toute liberté fondamentale a des limites, de même que vous n'avez pas le droit de vous promener tout nu dans la rue. La nudité intégrale est réprimée pénalement par l'exhibitionnisme. Eh bien, à l'extrême opposé, ne rien montrer du tout de soi, et donc interdire à quiconque de savoir qui vous êtes, quelle tête vous avez, quelle humeur vous avez, et néanmoins devoir partager le même espace public avec cette négation de l'autre, c'est l'autre extrême de l'indécence, si l'on veut. Et donc je considère qu'il est parfaitement constitutionnellement admissible de restreindre la liberté de s'habiller comme on le veut, avec la nudité intégrale d'un côté et avec le fait de se cacher intégralement de l'autre, sans que ça pose un problème de droits fondamentaux. Merci beaucoup. Vous êtes conseiller national, donc l'objet 2, modification de la loi sur les services d'identification électronique, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Que faut-il en penser et qu'en dites-vous? Alors, après avoir tout pesé, je vais quand même voter oui. J'entends tout à fait les remarques qui disent oui, mais l'État devrait maîtriser entièrement la chose. Je pense que l'État n'est pas très bon pour maîtriser les choses et qu'une relation bien cadrée par une loi
avec le privé pour ce qui concerne la technologie et uniquement la technologie est quelque chose d'acceptable. Et puis l'intérêt d'avoir une identité électronique sûre est un intérêt suffisant pour que l'on légifère dans ce domaine. Enfin, l'objet 3 fédéral, c'est ce fameux accord de partenariat économique où je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris entre les États de l'ALE et de l'Indonésie. Je vous écoute volontiers sur ce point. Alors, je suis également favorable. Il faut faire une pesée d'intérêts. Hein. D'abord, il y a un accord avec l'Indonésie conclu par l'Union européenne. Et donc, la question pour nous, c'est, nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, nous sommes membres de l'ALE. Et l'accord, comme vous l'avez dit, c'est l'ALE et l'Indonésie. Donc, de manière tout à fait concrète, la question, c'est est-ce que la machine-outil suisse vendue en Indonésie, alors en concurrence avec la machine-outil allemande, pour prendre un exemple, alors, bien sûr, la machine-outil suisse, elle est un petit peu meilleure que la machine allemande, mais elle est un petit peu plus chère aussi. Et si la machine allemande n'a plus de droits de douane et que la machine suisse en a, évidemment que la compétition devient difficile. Ceci à mettre en parallèle avec d'autres, parce qu'on faisait un accord de libre-échange, un pays qui exporte des denrées alimentaires, par exemple, va évidemment vouloir des accès à votre marché dans ce domaine-là, puis nous dans d'autres domaines. Donc, il faut mettre tout ça dans la balance. Et j'ai trouvé, parce que la commission des affaires extérieures dans laquelle je siège a dû regarder tout ça, poser toutes sortes de questions, j'ai trouvé qu'au final, l'accord était équilibré. Il y a toujours eu en Suisse, je suis de droite, il y a une droite qui aime les paysans et par conséquent aime les frontières, c'est le moyen de faire survivre nos paysans. Et puis il y a une droite qui aime l'industrie d'exportation et qui déteste les frontières, ce qui est assez logique. Et il faut chaque fois trouver une espèce de terrain d'entente, au fond, entre ces deux éléments importants. Et je trouve que l'équilibre n'est pas trop mauvais pour que l'on puisse soutenir cet accord. Merci beaucoup. On passe sur l'objet cantonal genevois. Pardon pour les fribourgeois notamment qui sont là. Il y a cet objet qui parle d'indemnisation de perte de revenus liées aux mesures de lutte contre le coronavirus. Alors, les pertes de revenus en soi, ça paraît plutôt une bonne chose, puisque qui paye commande et qui commande paye. L'État commande qu'on ne travaille pas, donc qu'il passe à la caisse pour réparer une partie des dégâts qu'il cause par ses décisions n'est pas absurde. Il se trouve que là, il s'agit d'aider des gens qui ne devraient pas être là, c'est-à-dire de donner pour les travailleurs au noir les avantages que l'on donnerait à des travailleurs légaux. Et c'est là qu'à mon avis, ça ne joue pas du tout et que ça doit être refusé. Et enfin, en ville de Genève, ces fameux aménagements clés de rive. Alors, je suis pour l'aménagement. J'aurais préféré que l'on ne construise pas des fortifications en ville. Vous savez, en 1849, on a détruit les fortifications autour de la colline. On a fait des jolis quartiers avec des rues un peu en damier. Et aujourd'hui, dans ces rues en damier, on a construit toutes sortes d'obstacles à la circulation parce qu'on n'a pas compris qu'à s'acharner contre les voitures, on détruisait l'utilité de surfaces de transport pour tous. Et à la fin, c'est un peu comme les marxistes qui étaient tellement choqués que certains soient riches et d'autres pauvres qu'ils ont rendu tout le monde pauvre. On a fait à peu près ça avec le transport. On regrettait qu'il n'y ait pas de la place pour les vélos, par exemple, ou plus de place pour les piétons. Et au lieu de leur en faire, on a réduit la place de tout le monde. Et maintenant, tout le monde étouffe. Donc, cette espèce de parking, il vient compenser des places en surface que l'on supprime. On les supprime un petit peu dans cette frénésie anti-bagnole que je trouve une justice de classe néfaste et funeste, comme toutes les justices de classe le sont. Mais vu les circonstances, je considère qu'il vaut mieux avoir ce parking que d'avoir rien en ville de Genève. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon dont nous avons pris bonne note. Je vais donner la parole aux uns et aux autres. Alors, allez, de l'autre côté de l'échiquier, en principe, Magali Orsini, qui a été Madame la députée, ancienne députée, qui va vous suivre sur un ou deux points probablement, pas sur tous. Magali, qu'aimerais-tu dire? Il faut mettre ton micro par contre. Là. Voilà, parfait. Alors, je rappelle la petite règle du jeu, 1 minute pour chacun, avec des courtes réponses également, si on veut arriver à faire passer tout le monde. Magali.
Oh, ce ne sera peut-être pas vraiment une question. Donc, effectivement, j'ai beaucoup d'amis UDC, comme le sait M. Nideguer, pour qui j'ai la plus grande estime. Je m'apprête à voter la loi anti, moi je l'appelle anti-burqa pour résumer, de toute façon avec plaisir. Mais simplement pour ce qui concerne le sursaut démocratique, je ne ressens pas l'UDC comme le parti le plus forcément le plus démocratique de tous. Et je me méfie énormément de cette façon de critiquer les positions de l'exécutif en période de crise, ou de toute façon, d'une manière générale, de critiquer les lois qui viennent d'être votées. On a vu à Genève ce qu'a coûté à Pierre Maudet le fait de sortir une loi sur la police, une loi sur les taxis, une loi sur la laïcité. Chaque fois, on se met une corporation entière à dos. Il faut beaucoup de courage politique pour faire face. Donc, effectivement, je ne suis pas de ceux qui trouvent qu'il y a des lois scélérates. Tout le monde veut se prendre pour Antigone ou pour Nelson Mandela. Merci. Moi, je trouve que, d'une manière générale, on s'incline quand même devant les dispositions d'un exécutif qui fait ce qu'il peut. Je ne suis pas du tout sûr que les uns et les autres auraient fait beaucoup mieux à leur place. Et je ne ressens pas qu'on soit dans un régime de dictature tellement dangereuse Merci. qu'on est au bord. Merci beaucoup, Magali. Elle est députée, et donc pour interrompre un politique, vous savez que… C'est difficile. Ouf, vous savez bien, justement, alors il faut combattre des lois que l'on imagine scélérates, ou comment faut-il s'y prendre? Bon, d'abord dire à Magali Orsini qu'elle est une femme délicieuse, très à gauche et néanmoins délicieuse, ce qui est rare. Je le confesse, je cherche, parce que je suis un optimiste indécrottable, donc je cherche de la bonté chez les humains et de l'intelligence chez les humains de manière assez désespérée. Chez elle, c'est facile à trouver, elle a ces deux choses-là, et je l'aime beaucoup. Cela dit, il ne s'agit pas de loi, il s'agit de règles qui sont prises à partir d'une ordonnance qui donne les pleins pouvoirs. Lorsqu'on vous dit, vous ne serez, allez, les restaurants seront fermés, ou vous serez avec un masque, je ne sais pas où, moi, autour de la place Cornavin. Ce n'est pas des lois, ce sont des décisions, ce sont des oukases, ce sont des dictates qui sont prises sur la base d'une loi qui donne le pouvoir de les prendre, enfin qui ne donne pas le pouvoir d'être idiot, mais qui donne le pouvoir de prendre dans ce domaine toutes les lois qu'on veut. Et donc, ce que je combats, c'est pas les… Alors, il peut y avoir des lois scélérates à propos, hein, on a beaucoup critiqué les juristes à l'époque du Troisième Reich pour avoir trouvé normal que parce que les lois étaient adoptées selon la forme qui en faisait des lois, c'est-à-dire que le Parlement les avait adoptées, eh bien, il n'y a plus rien à en dire sur leur matérialité, sur leur contenu. Alors, je ne suis pas de cet avis, je pense qu'une loi peut tout à fait avoir été adoptée formellement, correctement, et être néanmoins une loi inhumaine, ça arrive parfois. Mais ici, ce n'est pas ça, ce sont des règles qui ne sont pas inscrites dans les lois, qui sont le résultat d'un pouvoir donné. Alors, on a estimé que le pouvoir dictatorial était nécessaire à notre survie. Bon, je ne suis pas d'accord avec cette idée, j'étais dans ceux qui ont voté contre, mais quand bien même on admettrait que la majorité a eu raison de donner ce pouvoir, il n'en reste pas moins qu'il faut l'utiliser, si possible, avec une parcelle d'intelligence. Merci. Merci beaucoup. Alors, bon, on a parlé bien sûr des domaines qui souffrent, les restaurants, l'événementiel. Franck, tu es parti? Franck Fichou? Il est parti? Oui, il s'est excusé, il est parti, il a dû partir. Oh, ok. Alors, Alexis, toi aussi, tu es dans l'événementiel. Comment tu ressens cette période? Que pourrais-tu dire à Yves Nideguer? D'abord que je trouve plutôt courageux la position qu'il a prise, alors que c'était plutôt calme du côté de nos chers politiciens au début, et que ça a été un des rares qui a eu cette voix qui a en tout cas provoqué des questions, des positions go. Donc pour ça, je trouve que c'est déjà courageux. Et à la limite, la question que j'aurais, que beaucoup se posent, ou qui a déjà été posée ou autre, mais qui intéresse toujours, c'est de savoir qu'étant donné sa communication qui a été chatouilleuse auprès des autres conseillers d'État, comment il envisage après le travail avec eux, sachant qu'on avait M. Maudet avant et qu'il y avait déjà de fortes tensions avec les 6. Alors, si vous êtes élu, j'imagine qu'il y en aurait peut-être quelques-unes aussi. Comment voyez-vous un petit peu la suite là-dessus?
vous avez raison de souligner cet aspect des choses. Je n'ai pas pu me forcer à dire du bien de tout le monde dans l'idée de rejoindre un collège de manière consensuelle, parce que je ne pense pas du bien du tout de la manière dont on est gouverné aujourd'hui et que, alors, c'est un peu comme sur Facebook, vous rencontrez un peu les gens qui ont les mêmes préoccupations que vous et vous finissez par croire que tout le monde pense comme vous, ce qui est évidemment une illusion. Mais j'ai l'impression de rencontrer pas mal de gens qui ont le même jugement très dur sur cette équipe-là en termes de résultats. Ce n'est pas qu'ils ont inventé les problèmes, c'est que les problèmes qu'on avait déjà ont été magnifiés. Maintenant, si je devais être élu, ce serait parce que le peuple genevois aurait de cette façon exprimé une colère que je pense légitime et qu'il l'aurait exprimée de manière positive. C'est mieux que de mettre le feu à la tour Baudet, mais c'est un peu pour être disruptif que l'on m'enverrait à la tour Baudet et pas pour me fondre dans une collégialité que je ne pourrais effectivement pas avoir. Alors, il y a une petite chance que j'ai, c'est que si je devais vraiment être élu, mes collègues déposeraient immédiatement un certificat médical pour burn-out et dépression, et puis ça me laisserait le temps de prendre les choses en main sans être dérangé trop longtemps. Merci beaucoup. Alors, Pierrette Begoli, pardonnez-moi, c'est la première fois qu'on vous voit. Je vois, vous êtes retraitée. Est-ce que vous aimeriez poser une question, vous exprimer? Dans ce cas-là, il faut mettre votre micro. Le micro. Voilà, vous m'entendez maintenant? Parfaitement. Voilà. Non, je n'ai pas de questions à poser particulière, c'est simplement par intérêt que je me suis inscrite. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à écouter les remarques et les commentaires. Merci. Merci d'être là. Oui, Olivier Pahu. Alors, Olivier Pahu m'a contacté un peu tard. Il est également candidat à l'élection partielle et il m'a dit par téléphone qu'il était un peu dans cette mouvance que Yves Nideguer a expliqué, tout en ayant été vert au départ. Alors, je vais lui donner sa minute à lui, Olivier Pahu. Voilà, bonsoir à tous. Effectivement, je partage l'avis de M. Nideguer par rapport à cette forme de dictature sanitaire. Disons, ayant observé le paysage politique depuis des décennies, hein, je pense que nous sommes un petit peu dans une dictature, que ici c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, mais que nous avons des belles constitutions qui ne sont pas appliquées et que finalement le citoyen ne s'y retrouve pas. Il y a beaucoup de gens qui ne votent plus. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de citoyens qui le fassent. Je suis hors parti, je n'ai pas de parti a priori, parce que je veux vraiment défendre la Constitution, qui est un bel outil de travail, et les droits fondamentaux. Effectivement, ça fait un moment qu'ils sont un petit peu bafoués, et il compte maintenant de remettre le citoyen, qui est quand même le peuple, l'autorité suprême de notre société, au centre du village et de lui redonner vraiment son pouvoir. Alors, il y a beaucoup de questions ouvertes. Hein. Après, typiquement, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a une problématique climatique, on a différents problèmes qui se sont accumulés. Et là, ce serait intéressant d'avoir une vision un peu plus large, de pouvoir travailler ensemble et de faire ce qui est juste. Merci beaucoup. Une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit, Yves Nideguer? Non, je pense qu'on est d'accord on est sûrement d'accord sur deux choses. Un, sur le fait qu'il faudrait un magicien pour faire disparaître la politique actuelle. Et là, je suis prêt à prendre un risque. Et puis l'autre, sur le fait que, le diagnostic est celui-là. Nous sommes un pays hautement démocratique. Alors, on a instauré une dictature qui est un petit peu moins féroce que celle de nos voisins français. Même Kim Jong-un en Corée du Nord n'a pas osé, ou n'a peut-être pas eu l'idée, de demander à ses citoyens de se signer à eux-mêmes des autorisations de sortir de l'appartement qu'ils occupent. Donc, ce que les Français ont fait, ils l'ont vraiment fait avec toute la grandeur que la France peut avoir lorsqu'elle aime être excessive. La Suisse a été plus modérée dans la stupidité politique, mais surtout parce que la population réagit. D'ailleurs, ça m'amène à dire, nous avons un référendum le 13 juin, parce que la loi Covid qui donne ses pleins pouvoirs à la junte fédérale a été attaquée en référendum, et donc la population pourra dire si elle pense que le Parlement a eu raison de donner ses pleins pouvoirs, ou si au contraire elle veut mettre fin à cette expérience que moi je considère comme
comme funeste. Mais ça, c'est au plus tard. On pourrait tout aussi bien en sortir dès le 1er mars en ouvrant les restaurants et en faisant face à la réaction politique, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup. Alors, quand Genève éternue, la France voisine sans rhume, André Bonnier, qui est directeur de Pôle emploi, de l'autre côté de la frontière, évidemment, est très inquiet de ce qui se passe par ici, j'imagine. André, merci d'être là. Qu'aimerais-tu dire à M. Nideguer? Merci beaucoup. On ne t'entend pas très bien. Ah, alors attendez, je vais peut-être parler plus fort sans doute. Est-ce que là, ça va mieux? Ça va mieux. C'est bien, c'est bon? Bon, parfait. Oui, je vois que j'ai des messages qui m'indiquent que ma liaison Internet n'est pas stable. Alors, monsieur le Conseil national, naturellement, ma question va concerner l'emploi. Comme l'a dit Enza, notre mission, enfin, ma mission plus particulièrement, c'est d'aider au reclassement des nombreux frontaliers qu'on a dans nos fichiers. Vous avez évoqué des mesures cantonales, enfin, de la préférence cantonale. Donc, si vous êtes élu, quelles mesures complémentaires seriez-vous amené à prendre pour défendre justement cette préférence cantonale? Techniquement, il faudrait, à mon avis, commencer par la mettre dans la Constitution, ce qu'a fait le canton du Tessin, par exemple. J'étais associé aux travaux de la commission compétente du Grand Conseil tessinois lorsqu'il s'agit de voir dans quelle mesure l'application d'un tel principe viole ou ne viole pas le droit supérieur, y compris le traité sur la libre circulation des personnes. Je pense qu'on peut tout à fait avoir un principe de préférence qui ne viole aucun traité. C'est tout à fait possible. Nous avons aussi Genève est un endroit particulier qui a, depuis le Moyen-Âge, on a une mentalité d'assiégé. Hein. Nous avons eu la Savoie, plus tard la France, aujourd'hui l'Union européenne. Et quand on est assiégé, on a un double réflexe. Un qui est d'être entre soi, donc les Genevois ont développé une espèce de culture à eux, un peu autiste par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, ou en tout cas dans le reste de la Suisse. Puis en même temps, on a une envie de grand large, d'aller voir très au-delà de ce qui vous assiège. Et les Genevois ont cette chose aussi, ce qui est plutôt une qualité. À la fin des fins, un État est responsable socialement des personnes qui vivent sur son territoire. Et je pense qu'évidemment, l'État genevois doit privilégier l'accès à l'emploi, quitte à mettre des limites, pour s'assurer que les gens dont il a la responsabilité sociale directe, à savoir ceux qui vivent sur son territoire, aient un accès à l'emploi, ce qui est une manière de les favoriser en défavorisant d'autres qui habitent plus loin. Mais ces règles de proximité ne me paraissent pas choquantes et me paraissent tout à fait possibles à mettre en place. On aura peut-être à l'avenir la possibilité de faire des débats un peu plus pointus sur ce genre de sujet qui, évidemment, interpelle. Alors, comme nous sommes régionaux, nous allons aller à Fribourg, là où j'ai deux de nos responsables de l'antenne CDE, Camélia Moletta et René Rousset. Je crois que René voulait poser une question. Oui. Alors moi, j'aurais voulu aimer savoir, connaître la vision de M. Nideguer sur, pas la politique de santé, mais plutôt le pilotage de la santé sur le canton. On a vu là, pendant cette période Covid qu'on pouvait très bien mettre en place des collaborations publiques-privées. Bon, il a fallu qu'effectivement que les cliniques montent un petit peu au créneau pour dire hey, on existe. Et on peut prendre notre part sur la prise en charge en santé des Genevois. Et c'est ce qui s'est passé et plutôt bien passé ensuite. Donc, je voulais savoir si ce modèle, qui me semble un modèle un peu d'avenir, alors qu'avant, préalablement, on était sur des positions un peu face à face, hein, public-privé, ce modèle mériterait d'être développé et je voudrais avoir votre vision là-dessus, monsieur le conseiller national. Alors, vous avez raison de dire que ça a été difficile pour les privés de faire entendre le fait pourtant évident qu'ils avaient une offre de soins dont on avait par ailleurs besoin et qu'il serait plus intelligent de l'utiliser que de la bouder. Ce qui montre un peu, au fond, la guerre de religion. On a un peu la même chose avec les écoles privées, les écoles publiques. Si vous regardez le DIP, n'est pas très amical envers les écoles privées qu'il tolère au mieux, mais qu'il préférerait ne pas avoir existé du tout si c'était possible. On a un petit peu ce rapport-là
dans le domaine de la santé, puis c'est une prérogative étatique, on peut le comprendre d'un côté, mais je pense que notre hôpital, qui est quand même une des causes des coûts de la santé un tout petit peu excessifs qu'on a dans ce canton, est un peu démesuré. Je pense que vouloir avoir un hôpital universitaire, c'est bien et c'est nécessaire, mais qu'il faut alors du coup éviter que le monstre que l'on crée pour avoir des chaires universitaires en tout domaine, avec une concurrence avec les autres hôpitaux universitaires un peu plus loin, ne devienne pas à la fin un boulet trop lourd. Et puis, ça c'est ma conviction générale pour toute l'économie, pas seulement celle de la santé. Évidemment que l'État doit faire, l'État doit être subsidiaire, l'État doit faire ce que le privé ne peut pas faire. L'État doit corriger là où le marché, si le marché ne parvient pas à offrir des soins accessible pour les besoins, il faut qu'il y ait une part étatique qui vienne un peu corriger cela, mais que l'État, qu'on vit au mieux lorsque l'État fait son boulot, mais pas plus. Et dans le domaine de la santé, une espèce de prétention qui tient au caractère universitaire de l'hôpital, qui tient à son immense taille d'hôpital régional, parce qu'il ne soigne pas que les gens du canton de Genève, mais très au-delà, qui fait qu'on a créé un mandarinat un peu énorme, et puis pas forcément efficace. Juste une parenthèse sur l'efficacité, j'étais au Grand Conseil en 2010-2011, et je me souviens très bien, puisqu'on a eu cette crise sanitaire maintenant à gérer, du plan qui avait été élaboré. C'était M. Inger qui était à l'époque au département de la santé, et c'était M. Gruson qui était le directeur de l'hôpital. Et puis la commission dont j'étais a eu à regarder, à donner des avis sur un plan, parce qu'on craignait à l'époque que H1N1 devienne pandémique. Et tout a été considéré. Les infirmières malades qui ne viennent plus travailler, les infirmières bloquées à la frontière qui ne peuvent plus la traverser, toutes ces hypothèses ont fait l'objet d'un long travail qui a coûté très cher, qui a été très minutieux et très réfléchi. Et ce qui m'a surpris, pour parler de la gestion de la santé dans un contexte actuel, c'est que toute cette préparation est restée au fond d'un tiroir, et on a opté, au moment où le problème est devenu pandémique avec le coronavirus, on s'est mis à répondre à des mots d'ordre qui venaient de on ne sait pas trop où, avec des réflexes pavloviens consistant à regarder ce que fait l'État d'à côté pour être sûr qu'on ne vous reprochera pas un mort de trop parce que vous avez tardé à prendre la dernière mesure liberticide que votre voisin avait prise avant vous. Et au lieu de bénéficier de cette préparation qui était assez bien faite et qui posait les problèmes tels qu'ils se sont en fait présentés, évidemment avec un autre virus, avec d'autres tests qu'on aurait eu besoin, mais néanmoins, dans le cas, on n'en a rien fait. Donc je pense que cet excès de centralisation étatique n'est pas vraiment, pour la santé y compris, un gage d'efficacité. Merci beaucoup pour cette longue explication. Là aussi, c'est un débat évidemment très, très intéressant. Anastasia Venturi, qui est plutôt d'obédience PLR, me semble prête à aller dans la rue avec la fourche affûtée. Oui, non, c'est clair. Moi, je suis admiratif pour M. Nideguer. Je ne peux pas le soutenir parce que je suis PLR, justement. Et éthiquement, je ne peux pas soutenir un candidat d'un autre parti. Mais je suis d'accord sur la dictature sanitaire. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est totalement anticonstitutionnel. Et on devait avoir plutôt une stratégie médicale. On devait soigner les gens, démasquer les gens, de les interdire de circuler. Tout ça, ça n'avance rien du tout. Donc, moi, mon avis il est déjà connu. J'avais même écrit à M. Poggia qui devait, Marseille, c'est pas très loin, qui devait contacter le docteur Raoult pour voir une meilleure stratégie, comment soigner les patients, parce que je pense que même le protocole médical n'existe pas comme il fallait exister, d'accord, pour traiter les gens comme il faut à Marseille, les traiter très rapidement pour qu'ils n'arrivent pas dans les urgences. Donc, Natalia, Anastasia, est-ce que tu aurais une question, disons, précise pour Yves Nideguer? Oui, j'ai une question précise par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce qu'il pense que s'il était élu, qui veut dire ça montre les ras-le-bol de Genevois, donc il le vote et puis il est vraiment lui. Est-ce qu'il aurait
qu'est-ce qu'il aurait fait niveau médical d'abord? Voilà. Est-ce qu'il aurait essayé de voir un protocole médical pour soigner les gens? Est-ce qu'il aurait immédiatement arrêté? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Bon, c'est plus facile de critiquer que de dire comment on aurait fait soi-même, donc votre question, elle est tout à fait légitime. Mais il me semble que je me serais rappelé de ce plan H1N1 que je viens d'évoquer et que j'en aurais tâché d'en tirer une politique genevoise qui aurait été une politique genevoise et pas un réflexe pavlovien de banc de poissons japonais, bouge la queue, tout le monde bouge la queue, on réfléchit après. On a un problème sanitaire. La réponse à un problème sanitaire, c'est une réponse médicale. C'est ce que vous venez de dire. Ce n'est pas une réponse d'enfermement. Alors, bien sûr que dans certains cas, la restriction des contacts lorsqu'il y a une contamination peut tout à fait se comprendre. Mais à l'évidence, nous avons... si on pense à la variole, ça fait 30 000 ans qu'on vit avec la variole. Depuis qu'on élève des vaches, ça nous est arrivé. Tous les virus sont venus du monde animal parce qu'on a des relations, pas depuis toujours, mais depuis quelques dizaines de milliers d'années, on a des relations avec les animaux. Et ce virus, il va rester et il va muter pendant un certain nombre de milliers d'années, je ne sais pas combien. Et donc, l'idée d'attendre qu'il soit parti pour recommencer à vivre, c'est à l'évidence pas concevable. On doit vivre avec. Et puis, si nous avons de la peine à soigner correctement les complications pulmonaire que ce virus apporte, eh bien, il faut renforcer l'hôpital, mais pas enfermer toute la société. J'étais en Extrême-Orient, même en Chine, au moment où ça a commencé. Je ne pense pas que ce soit moi qui ai amené le virus ici, parce que je ne l'ai pas eu, mais la réponse là-bas, c'était tester massivement. Si on pense à Taïwan ou si on pense à la Corée, tester massivement, enfermer les gens qui doivent l'être, laisser le reste de la société vivre, éventuellement avec un masque sur le nez. Mais parce qu'on n'a pas de test et les moyens de savoir où est le problème, enfermer tout le monde, ça c'est une politique totalitaire. Merci beaucoup, Yves Nideguer. Alors, par rapport aux politiques totalitaires, je ne sais pas si Eric Fornazari peut se montrer, s'il écoute, s'il peut poser la question. Eric? Voilà. Bon. Alors, tant pis, Wanda Rosmuski, fiduciaire, est-ce que tu ressens déjà un peu un malaise au niveau des comptabilités des entreprises? Il faut mettre le micro, c'est mieux. Bonjour Yves. Bonsoir. Pas spécialement, mes clients se portent bien. Je n'ai pas trop de clients dans la restauration et puis dans l'hôtellerie. Bon, d'abord, par rapport à la dictature, j'aimerais juste dire que nous ne serions pas là à nous exprimer librement sur le sujet si nous étions vraiment dans une dictature. Mais effectivement, il y a eu des mesures un peu contradictoires. Donc, je trouve bien que quelqu'un puisse contester, désapprouver. Et puis, ce que j'aimerais dire par rapport à la préférence cantonale, au fait, quand il y a des jeunes Suisses qui doivent habiter de l'autre côté de la frontière parce que justement les logements sont trop chers à Genève, qu'ils ne trouvent pas à se loger. Donc, si on applique un principe de territorialité, comment est-ce qu'on va tenir compte de ces jeunes qui habitent de l'autre côté de la frontière et qui sont suisses? Alors, Yves, est-ce que... Ça me permet de corriger un malentendu, Wanda. Bonsoir. Le seul moyen de rendre accessible ou pas accessible un emploi, c'est la question du permis de travail. Or, les Suisses dont tu parles, ils n'ont pas besoin de permis de travail, puisqu'ils sont Suisses. Donc, la question, au fond, n'a pas de matérialité. D'accord. Voilà. Merci, c'était bref, merci beaucoup. Il y a parmi quelques amis, alors Eric ne peut pas poser la question, il n'a pas de micro. Par contre, si Jean-Dominique Michel est là,
qui a tout de suite été dans un certain sens par rapport à ce qu'on appelle cette dictature sanitaire. Je ne sais pas s'il peut s'exprimer. Allô, Enza, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. On ne peut pas te voir, c'est bien dommage. Jean-Dominique, tu es là? M'entends-tu? On t'entend. Ah, d'accord, magnifique. Je suis désolé, je n'ose pas apparaître, je suis en bigoudi dans la cuisine, mais j'écoute beaucoup d'intérêt. D'abord, j'aimerais vraiment féliciter Yves Nedeguer parce qu'il a le courage de dire les choses comme elles sont. Les gens qui questionnent la question de la dictature, il faut quand même mettre les choses en perspective. On est en train de conduire à la ruine des centaines de milliers de personnes. Les restaurateurs, ce n'est pas comme si on empêchait les gens d'aller jouer à la pétanque le dimanche. On leur a passé la corde au cou et on est en train de les pendre jour après jour sans aucun moyen de s'y opposer. Et ça sera ça ma question à Yves Nedeguer, à partir de prétentions, notamment la science montre qu'on ne peut pas faire autrement, qui ne sont rien moins que fausses. Les meilleures équipes universitaires au monde disent qu'il n'y a pas d'efficacité prouvée au confinement, que les restaurants ne sont pas plus dangereux que les transports publics. Donc en fait, on a une strate de médiocratie ou de technostructure qui est en train de prendre en otage l'entier de la population sans justification scientifique. Alors, à l'arrière-plan, il y a évidemment un travail des lobbies, d'où ma question à Yves Nedeguer. L'UDC n'est pas tout à fait connu comme étant le parti qui s'oppose aux lobbies ou qui trouve leur influence un petit peu problématique. En même temps, vous qui êtes le seul à Genève à oser parler de ce que vous identifiez et qui est quand même une conséquence de ça, quelles seraient vos pistes d'action pour mettre en échec les lobbies qui instrumentalisent les politiques publiques et puis la technostructure qui est devenue délirante dans le pouvoir qu'elle a pris sur la population? Merci. Merci Jean-Dominique. Vaste question. Moi, mon ennemi avant d'être les lobbies, c'est la bêtise. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y aura dans toutes circonstances des gens qui profiteront d'une situation pour s'en mettre plein les fouilles. Et si j'étais dans la pharmacie aujourd'hui, je serais évidemment très tenté d'investir là où ça va être rentable, avec une clientèle captive qui sera obligée de se faire vacciner. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas une décision politique peu éclairée. Alors, moi, je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologue et je ne vais pas donner de leçons dans ce domaine. J'ai une petite expérience politique, par contre, et un peu juridique aussi. Et je pars de l'idée que si l'on empêche l'État, enfin, si l'on dispose de droits constitutionnellement protégés, ce qui est quand même notre cas, et on a cette chance-là depuis longtemps, et qu'on les utilise, les droits, c'est des choses qui s'usent quand on ne les utilise pas, eh bien, si on encadre l'État suffisamment en lui rappelant qu'il est au service des citoyens et pas l'inverse, si on refuse d'être embrigadé dans des choses aberrantes et d'obéir parce qu'on a peur. Alors, les gens ont peur du virus un peu, ils ont surtout peur des amendes. Moi, c'est ce qui me désole le plus, c'est de voir que ordinairement, la liberté n'est pas un truc qui pousse sur les arbres tout seul. S'il n'y a pas de gens capables d'être prêts à mourir si nécessaire pour la liberté, elle repart. Elle n'est pas comme ça naturellement fournie. Et quand j'ai vu nos concitoyens renoncer à leur liberté par seule crainte d'être frappés au porte-monnaie, je me suis dit, bon sang, on est mal parti parce que comment va-t-on trouver le courage de résister lorsque ça fera plus mal que simplement une amende? Ça, c'est la chose qui m'inquiète. Donc, la guerre contre les lobbies, je ne sais pas si elle est... Enfin, d'abord, est-ce que les lobbies sont en eux-mêmes des mauvaises choses? Je ne suis pas sûr non plus. Ce qui est mauvais, c'est d'obéir aveuglément, soit à des intérêts, soit à une idéologie, sans réfléchir. Mais si on ne fait pas ça, si on s'oblige à réfléchir et si on refuse d'obéir bêtement, que ce soit à des intérêts ou que ce soit à un message, on est assez bien prémunis, je crois, y compris contre les lobbies. Les forces financières et économiques plus grandes que nous, elles sont légion. Et nous ne sommes pas dans un rapport de force favorable. Mais l'intelligence a toujours finalement gagné. Même les régimes les plus totalitaires qu'on ait pu connaître, ils se sont donné tous les moyens de commettre tous les abus avec toutes les cartes en main et tous les contrôles et toutes les répressions. Ils se sont effondrés quand même. Et ils se sont effondrés lorsqu'un nombre suffisant de personnes a eu la force intellectuelle de les mettre en doute, de considérer qu'ils ne sont pas légitimes
et de leur désobéir. Merci beaucoup, Yves Niedegger. Le temps passe terriblement vite. Je ne sais pas si Olivier Bravant, si tu es là, tu es restaurateur, je crois. Est-ce que... Non, il écrit, mais non, problème de micro également. Eh bien, je crois qu'il y a quelques problèmes de micro. On va arrêter là. Yves Niedegger, peut-être une conclusion, mais pourquoi faut-il voter pour vous? En conclusion. D'abord parce que je suis sympathique et que par conséquent, il n'y a pas de raison de réprimer votre élan de sympathie à mon égard pour des raisons idéologiques. Quelqu'un disait tout à l'heure, moi je ne peux pas parce que je suis PLR. Bon, c'est pas grave d'être PLR, ça se soigne, hein, c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Dans tous ces sectarismes qui veulent que parce qu'on a une étiquette, il ne faut pas en sortir, c'est un peu dommage. D'autant que si les gens mettaient en commun ce qui les réunit plutôt que de se concentrer sur les trucs sur lesquels ils ne sont pas d'accord, moi je serais PLR si le PLR avait une autre vision des relations de la Suisse à l'Union européenne, par exemple. Je ne peux pas être PLR, pas parce que je suis opposé à une société libérale, bien au contraire, mais je pars de l'idée que le modèle de société idéal, enfin le rapport entre l'économie et la politique idéale, c'est celui où vous avez un maximum de liberté économique à l'intérieur d'un cadre qui doit quand même être posé par la politique. Voilà, mais ça nous laisse des tas de points communs. Mais s'il fallait citer une seule raison, je dirais elle serait d'actualité, c'est-à-dire qui d'autre aujourd'hui, parmi les candidats, vous dit « Je n'accepte pas la dictature, je pense qu'on peut y mettre fin en une nuit à condition d'arrêter d'envoyer la cavalerie contre les commerces, c'est très facile à faire. Et qu'y a-t-il? Après tout, vous n'auriez à ne me subir que pendant 2 ans, hein, c'est une demi-législature. Qu'y a-t-il de plus actuel, de plus important et de plus important que de sortir de cette dictature sanitaire aujourd'hui plutôt que demain? Merci beaucoup, Yves Niedegger. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour applaudir Yves Niedegger. Voilà, on va pouvoir arrêter l'enregistrement et pouvoir se dire